Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Débat politique, l'espace d'analyse où nous décryptons chaque semaine, chaque samedi, les enjeux majeurs de l'actualité nationale et internationale. Thème du jour, le thème d'aujourd'hui, le dessous des manœuvres de division et de déstabilisation de l'Algérie, qui sont les instigateurs de cette volonté de déstabilisation de notre pays. Le MAC, organisation officiellement classée terroriste par le Haut Conseil de sécurité, qui l'agite, qui l'instrumentalise et qui la finance. Le soft power comme nouvelle arme de guerre est-elle réellement une véritable menace pour notre pays et comment y faire face? Une thématique sensible, cruciale et au cœur des défis géopolitiques actuels. Pour analyser et décrypter, nous avons le plaisir de recevoir avec nous aujourd'hui, en ce samedi, en studio, Dr Ahmed Ben Saada. Il est auteur, chercheur, spécialiste reconnu des questions géopolitiques dont les travaux font référence sur les ingérences étrangères et les stratégies de manipulation. Dr Ahmed Ben Saada, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous en direct dans le studio. Merci Madame El Hachmi, merci pour cette aimable et toujours intéressante invitation. Et nous avons aussi en direct avec nous en ligne à partir de Bruxelles Monsieur Michel Colland, écrivain, journaliste, spécialiste de l'analyse de la propagande de guerre et de désinformation médiatique. Son expertise internationale nous permettra d'élargir le regard sur les mécanismes d'influence et les médias mensonges. Monsieur Michel Colland, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bien sûr, nous entamons ce débat. Alors, ma première question, Dr Ben Saada, quels sont aujourd'hui les principes stratégiques utilisés pour tenter de fragiliser les pays, entre autres l'Algérie, et quelles sont les institutions cibles d'attaque aujourd'hui? Les principales institutions. Dr Ahmed Ben Saada. Alors, ce qu'il faut dire actuellement, c'est que les méthodes de guerre entre les pays ont changé. On n'est plus dans les guerres classiques, mais beaucoup plus dans les guerres, ce qu'on appelle les guerres de quatrième génération, les guerres cognitives, etc. Ce sont des guerres qui sont menées via l'information, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par l'intermédiaire des algorithmes, par l'intermédiaire de la diffusion de médias mensonges, de fake news, par l'intermédiaire du travail sur les perceptions, sur les narratifs aussi qu'on développe, qui sont négatifs et qui peuvent influencer non seulement la perception des populations, mais aussi la façon avec laquelle ils pensent. Et on pourra développer un peu le concept de guerre cognitive, c'est-à-dire comment on peut utiliser l'information pour faire penser les gens ce qu'on veut et surtout les faire des actions qu'on veut. Mais quels sont les moyens qui sont utilisés aujourd'hui pour déstabiliser? Les moyens sont, c'est l'information, l'utilisation de l'information, de la désinformation, de la mésinformation, de la malinformation. On pourra définir ces concepts par la suite. Et en fait, les principales institutions qui sont visées, c'est les institutions étatiques, c'est-à-dire l'armée, c'est-à-dire l'institution présidentielle, par exemple, ou alors, comme on a vu tout récemment, par exemple, dans l'affaire Glaise, c'est l'institution judiciaire qui est visée pour la décrédibiliser et dire que l'Algérie est une république bananière. Mais pourquoi particulièrement l'institution judiciaire? Est-ce qu'on veut faire indirectement référence aux droits de l'homme? Exactement. Donc les droits de l'homme, la démocratie, ce qu'on appelle en fait les attaques droits de l'hommistes. On a beaucoup parlé dans les années antérieures des ONG, par exemple, des ONG qui sont droits de l'hommistes, c'est-à-dire qui sont là pour essayer d'accuser certains pays de ne pas respecter les droits de l'homme, alors que les droits de l'homme ne sont même pas respectés par ceux qui se targuent d'être les dépositaires des droits de l'homme, de ceux qui ont soi-disant créé les droits de l'homme. Et en fait, on a montré dans différentes émissions, dans différents articles, que les droits de l'homme sont un moyen de déstabilisation des pays. Et on l'a vu avec le génocide Arassa. Alors, quels acteurs régionaux ou extra-régionaux sont les plus actifs dans ces manœuvres aujourd'hui, Dr Ahmed Ben Saada? Alors, il me plaît d'utiliser en fait le terme d'un de mes amis qui l'a résumé en infamie: France, Maroc, Israël. Ouais, c'était les trois pays qui actuellement nous veulent
pas beaucoup de bien, disons, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce sont des pays qui activent très très fort pour déstabiliser l'Algérie, pour essayer de décrédibiliser l'Algérie sur la scène internationale, pour diviser l'Algérie. Bon, on pourra aussi en parler. Différents stratagèmes sont utilisés et différents domaines de la déstabilisation sont utilisés. Mais pourquoi l'Algérie représente-t-elle aujourd'hui un enjeu géopolitique particulier, surtout en ce moment, Dr Ahmed Ben Saada? Ou est-ce que c'était dans les calendriers? Alors c'est sûr que l'Algérie, dans l'agenda international, l'Algérie est toujours pensée comme étant une colonie. En fait, on n'a pas encore. Vous parlez de la France. De la France surtout. De la France pense toujours que c'est une colonie, donc il n'y a pas le droit à la parole, elle n'a pas le droit à sa liberté de penser, à sa liberté de faire ses choix politiques. Deuxièmement, l'Algérie est un pays, c'est le plus grand pays d'Afrique. L'Algérie est un pays très jeune. L'Algérie est un pays qui représente qui a une richesse énorme du point de vue de différents matériaux, de différents minerais, etc. Et surtout, l'Algérie a des positions fermes, des positions internationales fermes, du respect des droits, du respect du droit international. Et ça nous vaut beaucoup d'inimitié par des pays qui ont décidé d'aller vers la réelle politique, c'est-à-dire de faire de la normalisation avec Israël, de laisser tomber le peuple sahraoui par exemple, et d'autres choses. L'Algérie a été toujours la Mecque des révolutionnaires, et ça fait partie de notre ADN, et les gens ne veulent pas comprendre ça. Alors, si vous faites référence, Dr Ahmed Ben Saada, à la France, est-ce qu'on peut penser indirectement que ces tentatives de déstabilisation sont antérieures? Elles ne datent pas d'aujourd'hui, ça ne relève pas de Glaise ou de Sansal? Oui, c'est sûr, mais ça c'est vrai, on peut le dire que les tentatives de déstabilisation sont fonction de l'actualité. De l'actualité. Mais il faut dire aussi que, l'animosité est arrivée à un point culminant actuellement. Je vais vous citer quelques chiffres. Il y a un outil sur l'Institut national d'audiovisuel en France qui permet de vérifier le nombre de fois qu'un mot a été prononcé dans des médias, soit le journal télévisé français, soit la radio, soit les télévisions d'information continue. Le mot Algérie en 2025 a été prononcé 24 192 fois. Le mot Maroc a été prononcé 3 724 fois et la Tunisie 1405 fois. Ça veut dire que le mot Algérie en 2025 dans les chaînes d'information continue, c'est-à-dire BFM, CNews, LCI, France Info, a été utilisé 6 fois plus que celui du Maroc et 17 fois plus que celui de la Tunisie. Si je fais le même travail pour les radios, alors il y a Europe 1, France Culture, France Info, France Inter, RMC, RTL Sud Radio, et il a été prononcé, le mot Algérie a été prononcé 6024 fois, alors que le mot Maroc a été prononcé 1962 fois, et la Tunisie 520 fois. Donc 3 fois plus de fois que l'Algérie est citée dans des informations, dans les chaînes d'information de radio en France. Un autre exemple très édifiant, le mot Sansal. De 2015 à 2023, c'est-à-dire pendant 9 ans, il a été cité 42 fois par les chaînes d'information continue. 42 fois. Du 16 novembre 2024, c'est-à-dire l'arrestation de Boualem Sansal, et au 31 octobre 2025, c'est-à-dire en un an, il a été prononcé 6593 fois. Ça veut dire une augmentation en l'espace d'une année, si on compare une année par rapport à les 9 ans précédents, 157 fois plus. 157 fois plus. De la radio, c'est la même chose, c'est presque 15 fois plus. Et dans les JT, le mot Sansal a été prononcé de 2015 à 2023 17 fois, et de 2024 à 2025, c'est-à-dire parce que là, en fait, on est rendu à décembre, les chiffres qu'on a par rapport à cet outil qui est sur l'INA s'arrêtent en octobre, à la fin octobre 2025. Il a été prononcé 76 fois, c'est-à-dire que en une année, le mot Sansal a été prononcé 5 fois plus qu'en les 9 ans précédents. Donc c'est volontaire. C'est volontaire, mais en plus, c'est-à-dire que Sansal, et puis c'est certain que je vais publier un article plus détaillé sur le sujet, parce que là on n'a pas le temps, mais le mot Sansal était quasiment inconnu dans les chaînes d'information,
Et là, je parle des chaînes, il y a certaines chaînes, tout à l'heure, les radios, et vous avez France Culture. Donc, normalement, il devrait être cité en France Culture, il devrait être souvent cité si c'est un auteur de cette taille-là. D'accord. Et on voit que, que le mot Sansal a été surexploité dans les chaînes d'information continue, dans les journaux télévisés français et dans les radios françaises. Et nous avons aussi en ligne avec nous Dr Ahmed Ben Saada, Monsieur Michel Collant, qui est connu et reconnu par rapport à son expertise internationale, par rapport bien sûr à son engagement pour dénoncer ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce qu'il appelle lui exactement les médias mensonges, les manipulations et les volontés de déstabilisation. On l'a abordé un instant avec Dr Ahmed Ben Saada, on parle de manipulation, déstabilisation des États-nations à l'échelle internationale. Ces méthodes, Monsieur Michel Collant, de déstabilisation sont-elles nouvelles ou s'inscrivent-elles dans une continuité historique à ce qui s'est déjà passé durant les années 90, durant les années 2000? Il y a eu l'Afghanistan, il y a eu l'Irak, il y a eu la Libye, la Syrie, le Yémen, le Gaza aujourd'hui et d'autres États. Est-ce que c'est dans une continuité? Il y a aussi le Soudan. Monsieur Michel Collant. Oui, c'est une vieille histoire, la guerre de l'information, la propagande de guerre, la diabolisation. C'est une vieille histoire, simplement ces méthodes évoluent, se modernisent, se perfectionnent, tirent les leçons des expériences. Et là, nous avons sur Internet des méthodes nouvelles qui permettent de la mener de façon encore plus performante. Oui, mais oui, Monsieur Michel Collant, on vous écoute. Oui, et cette diabolisation, qui sont les instigateurs de ces instigations? Est-ce qu'on peut considérer qu'à partir du moment où un pays est cible, il devient un peu l'objet de diabolisation, avec bien sûr la complicité de ce que vous appelez aujourd'hui les médias mensonges? Les instigateurs sont les appareils d'État. Pour prendre l'exemple d'Israël, ils ont créé le ministère des Affaires stratégiques, un nom très mystérieux, et d'ailleurs il est extrêmement discret, mais nous l'avons pointé, je l'avais pointé dans une vidéo il y a quelques années, comment Israël manipule Internet et l'opinion. Et là, dans le livre consacré au 7 octobre avec Jean-Pierre Boucher, chez nous Investi Action, on a un chapitre qui décrit comment Madame Sima Wagningil, qui est une générale israélienne venant des services d'espionnage, a été chargée avec de gros budgets de mener la guerre de l'information sur Internet et notamment de diaboliser et de salir toutes les personnes qui organisent, défendent les Palestiniens, organisent la solidarité, critiquent le sionisme. Et donc, des amis ont constaté que ma biographie Wikipédia était une collection d'horreurs et que j'étais vraiment un monstre comme Dracula en lisant Wikipédia, et que quand ils essayaient de faire une remarque et une critique pour dire mais ça c'est pas sérieux, c'est pas vrai, ça ne se base pas sur des faits concrets ou ça contredit ce que Colomb a écrit, eh bien dans les 5 minutes la version diabolisante était rétablie. Et d'autres ont fait l'expérience avant moi, notamment le député britannique pro-palestinien George Galloway. Il a constaté qu'il y avait un certain Philip Cross, qui s'est avéré un personnage imaginaire, qui, jour et nuit, pendant toute l'année, des centaines de fois, rétablissait la bonne, entre guillemets, version de la biographie de George Galloway pour que personne n'aille fréquenter cet infréquentable. Et donc, Madame Sima Wagningil s'en est vantée un petit peu au début, quand il s'agissait d'obtenir des gros budgets. Et puis après, c'est très discret. Et donc, les gens ne se rendent pas compte que quand ce qu'ils lisent ne tombe pas du ciel, mais tombe d'un appareil d'État avec des gros budgets en Israël. Et la même chose existe aux États-Unis, en Grande-Bretagne. La France essaye aussi de rattraper ce mouvement. Et donc, c'est une diabolisation, une propagande de guerre qui vient de et qui obéit aux intérêts des appareils politiques, aux intérêts des gouvernements et de leurs administrations, et ça obéit aux intérêts des multinationales qui n'aiment pas qu'un pays comme l'Algérie
le Venezuela ou une série d'autres, les grands, le club des diabolisés, qui n'aiment pas que ces pays disent nos ressources sont à nous, c'est nous qui décidons ce que nous faisons. Mais Monsieur Michel Collin, quand vous parlez de gros budgets, est-ce qu'on a des estimations sur les montants qui sont déboursés pour diaboliser les pays et les États? Vous avez cité l'Algérie et le Venezuela aujourd'hui. Mais écoutez, je me souviens que dans le livre 7 octobre, j'avais mentionné le budget israélien, mais je ne vais pas dire de bêtises, donc il faut aller voir dans le bouquin. On parlait en dizaines de millions de dollars. Hein. Alors justement, Dr Ahmed Ben Saada, il a quelques indicateurs chiffrés. Oui, alors pour revenir à la fiche Wikipédia dont Michel parlait tout à l'heure, il faut savoir que depuis 2010, l'État hébreu a investi Wikipédia, il y a eu des formations, il y a même des vidéos qui ont circulé en 2010 sur des formations, comment bien présenter Israël sur Wikipédia et comment diaboliser les anti-Israël. En fait, et Michel certainement fait partie. Et je rappelle quelque chose de très intéressant, c'est que il y avait parmi les formateurs, il y avait un monsieur qui s'appelle Yair Lapid, qui est devenu Premier ministre de l'État hébreu il n'y a pas longtemps. Donc c'est une volonté justement d'aller chercher, d'aller blanchir les exactions de l'État hébreu sur Wikipédia. Mais il n'y a pas que ça. En 2025, Israël a investi 6 millions de dollars dans le développement des algorithmes de ChatGPT pour qu'elle donne une bonne image d'Israël. Il y a eu en 2025 des influenceurs pro-israéliens qui ont été payés 7 000 dollars par publication. Même chose en 2025, 42 millions de dollars ont été investis par l'État hébreu de pubs sur YouTube. Et ils ont aussi essayé, parce que en fait, ils ont perdu la guerre d'information et de l'image sur TikTok. Ils ont négocié avec les gens de TikTok pour éliminer 3 millions de vidéos pro-palestiniennes sur TikTok. Et les 3 millions, c'était même pas 6 mois après le début de ce qu'on a appelé le 7 octobre, des événements du 7 octobre 2023. Donc, il y a une volonté justement de ces pays-là de chercher à avoir une bonne image sur Internet et d'essayer aussi de payer des gens pour que cette image-là soit bien dressée. Et Monsieur Michel Collin, cette diabolisation passe automatiquement aussi par les réseaux sociaux et les médias. Les médias sont partie prenante de cette politique de déstabilisation des pays, puisque vous êtes engagé dans un combat de dénonciation de ce que vous appelez aujourd'hui les médias mensonges. On est considéré, nous, par exemple, les médias publics en Algérie comme étant des médias de propagande. Eux, c'est les médias, les mainstream, bien sûr, des médias de liberté d'expression et de défense de la démocratie. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question précisément, Monsieur Michel Collin? Journaux, magazines et télé jouent ce rôle depuis longtemps. Le livre de 1988 de Herman et Chomsky, Fabriquer un consentement, que nous avons réédité chez Investigation parce que c'est le meilleur manuel d'éducation aux médias classique, disons. Ce livre le décrivait déjà. Mais avec l'apparition des réseaux sociaux, ils courent le risque de ne plus arriver à faire le job. C'est-à-dire qu'ils sont un peu dépassés par le grand nombre de médias indépendants, d'influenceurs, de personnes progressistes qui interviennent sur la Palestine. Ça a été une véritable bataille. Et comme Ahmed l'a dit, Israël a perdu la guerre de l'image. Il avait toujours réussi à se maintenir une image d'un État qui, oui, avait quelques bavures, oui, avait quelques extrémistes, oui, Netanyahou, ceci, cela, mais globalement, Israël, c'était le bon, et cette image-là a été détruite par sa propre barbarie et par le fait que les Palestiniens, les journalistes palestiniens, mais aussi les citoyens, ont de façon héroïque continué à porter la vérité, et le monde entier, même en Europe, il n'y a plus personne qui ose défendre Israël comme étant le bon. Et donc, les puissants
et je vais expliquer de qui il s'agit et comment ça fonctionne maintenant. Les puissants ont bien constaté qu'ils avaient un problème, qu'ils étaient en train de perdre la bataille et qu'il fallait faire quelque chose, en plus. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment, puisque j'essaie de faire des petites émissions courtes, la Minute Michel, pour expliquer les choses importantes de façon courte et simple en moins de 2 minutes. Et je vais y consacrer, j'ai commencé une série sur le Congo, le pillage des minerais, et je vais y consacrer 2 petites émissions. Une qui analyse le fait que dans les multinationales des États-Unis, d'Angleterre, d'Australie, du Canada, donc anglo-saxonnes en gros, qui pillent les minerais du Congo, on trouve des acteurs traditionnels comme Rio Tinto et d'autres, mais on trouve aussi, et je vais en parler demain, une nouvelle venue qui regroupe des investisseurs tout à fait étonnants. Vous avez Bill Gates, vous avez Bezos, vous avez Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, vous avez des gens comme ça qui sont dans les technologies, qui sont dans les médias et qui investissent dans les minerais. C'est quand même étonnant. Et ces gens-là aussi, je pense à Bill Gates, à Microsoft, ils travaillent beaucoup avec le Pentagone, ils vendent aussi à Israël leur logiciel, leur intelligence artificielle pour reconnaître les cibles. Il n'y a plus de guerre maintenant sans informatique et donc il y a une véritable intégration du complexe de la Silicon Valley qui avait dans le temps une image sympa, un peu libérale de gauche, une intégration avec les budgets et les méthodes militaires et ce qui est important, avec aussi la présentation médiatique de tout ça. On sait que Bezos, quand il a racheté le Washington Post, il a fait régner la terreur là-bas, il a viré des gens, il a dit maintenant les opinions libres, ce seront uniquement celles que moi j'autorise. Des gens ont démissionné, des gens se sont désabonnés, ils s'en fichent complètement parce que les enjeux sont tellement importants qu'il faut absolument s'enrichir sur les minerais du Congo avec le pauvre peuple congolais qui est l'un des plus exploités au monde. Il faut s'enrichir, il faut faire la guerre en se camouflant avec des milices locales, des pays locaux, et il faut vendre tout ça à l'opinion en ne parlant pas des choses importantes et en présentant seulement la version des exploiteurs. Et donc, vous voyez, comme Ahmed le disait, la guerre de l'information, c'est le prolongement de la guerre économique, politique et militaire, et elle en fait partie, elle est devenue une dimension essentielle. Les gens ne peuvent pas savoir ce que vous faites et ils doivent croire, grosso modo, à votre version, ou en tout cas, ils ne doivent pas avoir les moyens de comprendre que votre version est fausse et de la propagande. Mais par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Monsieur Michel Collomb, vous parlez bien sûr de la guerre médiatique et le prolongement de la guerre économique. Quels sont aujourd'hui les éléments de déstabilisation et de division des pays, puisqu'on l'a vu par le passé? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est les différences linguistiques? Par exemple, pour nous, en Algérie, on instrumentalise le MAC. Oui, écoutez, on utilise tout ce qui est possible et ça varie selon les pays. On utilise. Ilan Pappé disait la majorité, la grande partie des dirigeants sionistes ne croient pas en Dieu, mais ils croient fermement, ou en tout cas ils disent que Dieu leur a offert la Palestine. Et donc on a beaucoup utilisé la religion dans le passé, l'Algérie en a été victime aussi, une certaine déformation, manipulation de la religion bien entendu, mais on peut utiliser la libération des femmes. On a eu le culot de dire que l'Occident allait en Afghanistan pour libérer les femmes afghanes, alors que c'est l'Occident et les États-Unis qui avaient renversé par le terrorisme de Ben Laden un gouvernement de gauche en Afghanistan qui, lui, avait libéré les femmes de façon radicale et spectaculaire. Et donc, ailleurs, on va utiliser la langue, comme on a essayé de le faire en Belgique. Donc, tout se prête. Et ils font une étude très concrète. Dans tel ou tel pays, on va utiliser quel élément. Il arrive qu'on en essaye plusieurs, d'ailleurs. Sur les Palestiniens, on a utilisé différents arguments, différentes thématiques. Donc, il faut bien voir ça comme... notre travail est de montrer qu'on est là en train d'instrumentaliser des différences, des divergences éventuelles, voire des critiques. Il n'y a pas de pays parfait. Il y a évidemment des erreurs qui sont commises ça et là.
Et la CIA, elle réalise, et parfois même elle publie, des études très détaillées en disant, voilà, dans tel pays, pour diviser et affaiblir, on devrait utiliser ça ou ça. Oui, docteur Ahmed Ben Oui, Saada, ce vous que je voulez voulais dire, c'est qu'en fait, rebondir sur ce que dit Monsieur Collin? les Oui. pays, comme le dit si bien Michel, les pays étudient les cibles, en fait, les pays qui veulent déstabiliser. Donc, et ça, chaque pays a ses spécificités, bien sûr. Dans le cas de l'Algérie, par exemple, on a l'identité. On a l'histoire et la fierté nationale, on a l'intégrité, par exemple, dans le cas de Saint-Salle, vous vous rappelez qu'il y avait mis en cause l'intégrité et la souveraineté nationale. On peut aussi parler, on a parlé tout à l'heure des droits de l'homme, de la démocratie, de l'extrémisme religieux, de la liberté religieuse aussi, parce que de temps en temps on nous sort des accusations comme quoi les autres religions, on n'est pas tellement tendre avec eux, etc. Donc tout cela, ce sont ce qu'on appelle des anfractuosités sociétales qui existent dans chaque société et qu'on doit utiliser. Et dans notre cas à nous, ce qui nous concerne maintenant actuellement, qui fait l'actualité, c'est justement cette histoire d'identité, cette histoire de clivage identitaire, de communauté identitaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de diviser pour régner, de donner du crédit à des thèses farfelues qui demandent à ce que le peuple, par exemple le peuple kabyle, soit souverain, alors que le peuple kabyle n'a rien demandé. Il est algérien, il est algérien à part entière, et il a participé à la lutte de la libération. Nous sommes tous des Algériens avec toutes nos différences, nos appartenances régionales, etc. Mais nous faisons partie de la même nation. Je rappelle que les pays occidentaux, tous les pays occidentaux, ont construit leur richesse sur les différences ethniques. C'est-à-dire que si vous allez aux États-Unis, au Canada, vous avez des dizaines et des dizaines d'ethnies, des dizaines et des dizaines de nationalités, des dizaines et des dizaines de religions, et ça fait une richesse de ces pays-là. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont construit leur développement. C'est-à-dire un modèle de melting pot, ou un modèle où les gens apportent leur culture et valorisent justement la culture commune de ces pays. Mais Monsieur Michel Collin, la volonté aujourd'hui de ces États, c'est de balkaniser les États-nations. Oui, et si vous le voulez bien, comme on en avait convenu, ce sera ma dernière intervention parce que je suis attendu bientôt. Balkaniser n'est pas nouveau, mais c'est un instrument qui est plus à la mode. C'est pas nouveau parce que les colonialistes anglais, français, britanniques ont toujours veillé à installer dans leurs colonies des divisions et à fragmenter les résistances. De sorte que quand ces colonies ont accédé formellement à l'indépendance, on s'est arrangé pour, par exemple, diviser l'Irak en Irak et Koweït. On a essayé de fragmenter l'Algérie. On a dressé les Hutus contre les Tutsis au Rwanda, au Burundi. Au Congo aussi, les colonialistes belges ont provoqué une sécession du Katanga, donc rien de nouveau. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus à la mode, comme nous l'avions annoncé dans notre livre La stratégie du chaos avec Mohamed Hassan en 2011. C'est beaucoup plus à la mode. Pourquoi? Parce que envoyer des troupes des États-Unis ou de la France ou de la Grande-Bretagne, mais on a plusieurs expériences avec les États-Unis, envoyer occuper un pays et maintenir l'ordre, comme ils disent, c'est très très risqué. Ça provoque des résistances, il y a des morts, c'est difficile à vendre à l'opinion publique dans le pays colonisateur, et donc les États-Unis ont tiré les leçons des guerres ratées de Bush en Irak et en Afghanistan. Et donc Obama a dit on ne va plus aller occuper ces territoires, ça ne marche pas, on s'expose, et Trump, qui n'est pas né de la dernière pluie, le sait aussi et le pratique aussi. Et donc, on essaye d'utiliser des agents locaux. Donc, la balkanisation, elle est très, très à la mode. Et c'est quelque chose, justement, où chaque pays chaque peuple doit être extrêmement vigilant.
Effectivement, nous pouvons avoir nos différences et la démocratie doit les respecter, doit accorder de l'autonomie, mais il faut bien savoir que ce sont les impérialistes qui ont intérêt à diviser et à affaiblir les pays. Regardez, la Yougoslavie, c'était un pays avec une certaine puissance économique, avec une armée très importante et très forte, et ils l'ont fragmenté en des petits confettis de 1 million d'habitants, 500 000 habitants, qui évidemment n'ont aucun moyen de résister aux grandes multinationales de l'Allemagne ou de la France. Au Venezuela, ils ont essayé de faire la même chose, en Bolivie aussi. C'est des méthodes pour affaiblir et les États-Unis, mais aussi Israël, avec son fameux plan Odette Yenon, ils ont des programmes pour fragmenter tous les États qui peuvent leur résister. C'est appliqué à toute une série de pays du Moyen-Orient aussi. Et il faut voir l'actualité en fonction de cette stratégie globale. Voilà, si vous me permettez, ce sera ma conclusion avec vous et je vous remercie pour votre invitation. Mais une dernière question, Monsieur Collin, avant de vous libérer. Une dernière question avant de vous libérer, on s'était entendu que vous puissiez vous occuper d'autre chose. Est-ce que l'Algérie fait partie justement de cet agenda? Moi, je voudrais revenir sur mon pays, notre pays. Mais évidemment qu'il en fait partie. C'est quelque chose que je dis depuis des années. Quand on a attaqué la Libye, la Syrie, j'ai toujours dit l'Algérie est une des cibles prochaines. Ça dépend. Alors, si ça survient ou non, ça survient de sa résistance. Ça survient s'ils parviennent à trouver des forces politiques qui acceptent de jouer leur jeu, comme ils l'ont trouvé dans certains pays. Mais la façon de démasquer ces choses-là doit être faite par les peuples eux-mêmes. Moi, je n'ai pas de leçon à donner aux Algériens sur l'Algérie. Je pense que ça, c'est votre travail. Merci, Monsieur Michel Collin, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous durant cette émission. Alors, je reviens à Monsieur Dr Ahmed Ben Saada. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce que disait à l'instant Monsieur Michel Collin. Il a dit que l'Algérie fait partie de cet agenda de déstabilisation des pays et des États-nations. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a aujourd'hui recensé des attaques réelles contre l'Algérie qui vise sa déstabilisation, avec bien sûr aujourd'hui le soutien affiché par certains pays, par certains États au MAC? Oui, c'est clair. En fait, je pourrais juste revenir à dire quelques mots sur ce qu'a souligné Michel tout à l'heure, c'est-à-dire le plan Yenon. Le plan Yenon, Odette Yenon, qui est disons, quelqu'un de l'administration israélienne, qui a fait un plan dans les années 80 pour démanteler les pays arabes. Dans les années 80, donc c'est ce qui se met en place aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il commence à être mis en place avec le printemps arabe, disons une dizaine d'années plus tard. Et ce qu'on voit, on voit par exemple le Soudan disloqué, on voit actuellement aussi l'Irak qui est divisé en plus ou moins 3 parties ou 2, la Syrie est divisée en je ne sais plus combien de parties actuellement, et donc l'Algérie n'échappe pas à cela. C'est certain que l'Algérie n'échappe pas à cela. C'est-à-dire ce qu'on veut, c'est-à-dire par le discours, les narratifs qui disent par exemple que les frontières qu'on a héritées de la colonisation ne sont pas des vraies frontières, que on doit donner un morceau à droite, un morceau à gauche, un morceau au sud, et une chance qu'il y a la mer sur le nord, parce qu'on aurait donné aussi un morceau du côté nord. Donc le plan Yenon, le plan de balkanisation des pays arabes, a non seulement été énoncé, mais aussi plusieurs versions. J'avais écrit un article sur le sujet il y a quelques années. Donc l'Algérie n'échappe pas justement à cette velléité de déstabilisation. L'Algérie est un pays riche, vous savez, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, est un pays qui va être toujours ciblé, toujours. Il faut jamais baisser la garde. Il faut renforcer le front intérieur. Il faut être à côté de nos institutions. Il faut aider nos institutions justement à ne pas tomber dans le chaos, comme c'est le cas dans plusieurs pays qui sont dans notre région et qui sont dans notre région plus ou moins grande qu'on appelle l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. En fait, c'est ça la région à laquelle on appartient et pour laquelle on est très souvent visé. On n'a jamais cessé. En fait, les attaques sur l'Algérie n'ont jamais cessé. Elles prennent différentes formes. Et pour dire aussi
par exemple, prenons le cas de Sansal. Sansal est quelqu'un, d'ailleurs il y a des vidéos qui ont circulé, qui a des relations avec Israël, des relations à haut niveau, c'est-à-dire des relations avec, Il s'est rendu à Israël. Non seulement il s'est rendu à Israël, il n'a pas fait de tourisme, mais il a discuté aussi avec des hauts responsables. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux en ce moment. Voilà, des hauts responsables israéliens. On a vu, tout à l'heure j'ai parlé de la surmédiatisation dont il a fait l'objet l'année dernière après son incarcération, et on sait très bien, par exemple, le fait qu'ils défendent la position marocaine de dire que l'ouest de l'Algérie donc ces trois pays-là sont concentrés dans une seule personne qui est Sansal. Les trois pays qui sont la France, qui héberge actuellement Sansal et qui lui donne des prix. Deuxièmement, le Maroc, parce qu'il plaide justement la thèse marocaine, la thèse pas marocaine, je dirais du Makhzen marocain plutôt, et la thèse d'Israël, c'est-à-dire d'essayer soit de rentrer dans le rang et de normaliser avec Israël. C'est ce qu'il a tenté de faire quand il était au ministère de l'Industrie, et soit de recevoir des attaques. Et là, on voit aussi, par exemple, que le MAC aussi fait partie de ça. Si on prend le MAC est parfaitement aligné à toutes les thèses israéliennes. Deuxièmement, le MAC est hébergé par la France actuellement, et non seulement hébergé, mais soutenu, parce que, en fait, le fait d'annoncer une république, ou je ne sais trop quoi, kabyle en France, c'est une déclaration de guerre de la France. À mon avis, c'est une déclaration de la guerre de la France. Et troisièmement, nous savons très bien, par l'intermédiaire de gens qui étaient dans le MAC eux-mêmes et qui se sont désistés, que le MAC est financé par le Maroc. Donc, vous voyez, donc, à chaque fois qu'il y a une... Son leader l'a ouvertement affiché. Exactement. Il a annoncé même sa normalisation de ses relations avec l'entité sioniste. Exactement. Donc, ces deux personnages, donc on voit, par exemple, le personnage de Farhat Mahani ou le personnage de Sansal, sont des créations du FMI, c'est-à-dire France, Maroc, Israël. Alors, je voulais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui. Vous avez parlé bien sûr de ces sources de financement, mais est-ce qu'on a des indicateurs réels aujourd'hui sur ces financements aujourd'hui, ou alors il va falloir engager des travaux à ce niveau-là, docteur Ahmed Ben Saada, puisqu'on parle des acteurs régionaux ou extra-régionaux et même à l'interne qui sont parfois à l'origine de déstabilisation des pays, des États-nations. Oui, il est très difficile de connaître les financements. C'est très j'ai écrit un livre sur le printemps arabe, j'avais même un livre sur le Hirak où j'avais essayé de trouver les financements. C'est très difficile si la source de financement ne les publie pas. Dans le cas du Hirak et du printemps arabe, on avait des sources, on avait des câbles Wikileaks par exemple, qui nous disaient donner de l'information. Mais actuellement, après tous les écrits qu'on a fait, vous pouvez comprendre que les financements sont gardés plus ou moins secrets, mais nous savons que ça finance, et nous savons que c'est des gros montants. Par exemple, si regardez tous les youtubeurs ou les soi-disant opposants algériens qui sont à l'étranger, ils sont où? Pour la plupart, ils sont en France. Et ils vivent une belle vie, c'est-à-dire ils passent leur temps à parler, à déblatérer sur les ondes, et ils ne travaillent pas. Je veux dire, d'où ils gagnent leur argent? Ils doivent gagner leur argent d'une certaine manière. Et donc, et puis il y a eu aussi des vidéos qui ont fuité, etc., montrant la relation très très étroite entre ces soi-disant opposants, disons, hertziens ou du cybernétique, qui justement ont reçu du financement du Maroc. Mais moi, je voudrais vous poser une question par rapport à ces pays que vous avez cités. Vous avez parlé bien sûr du FMI, la France, Maroc, Israël. On parle aussi d'autres pays, d'autres États, qui sont bien sûr le carnet de chèques des puissances occidentales, comme les Émirats arabes unis. Oui. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, pourquoi ces mouvements deviennent des leviers de pression géopolitique actuellement, docteur Ahmed Ben Saada? C'est-à-dire qu'on pourrait faire une émission complète sur les Émirats. Je veux dire qu'une heure ne va pas suffire. Non, je parle de ces pays, de tous les pays. Voilà, mais les Émirats, leur rôle politique, interventionniste des Émirats dans tous les pays d'Afrique et de la région du Moyen-Orient est très 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 négatif.
Ils sont au Soudan, ils financent les uns contre les autres, ils sont au Mali, Ils sont en Libye, voilà, ils sont en Libye, ils financent en Wagner, Syrie. ils sont en Syrie, et ils ne font que en fait, C'est le carnet de chèques des Occidentaux. en fait, c'est un carnet de chèques du chaos. Le carnet de chèques du chaos. Ils n'ont aucune espèce de valeur, de morale par rapport à ce qu'ils font et ils le revendiquent, en fait, ils le revendiquent. Mais en fait, le but qu'ils cherchent, c'est le but économique parce qu'il faut jamais perdre en fait le fil de l'histoire parce que derrière la politique, il y a de l'argent. Alors on voit par exemple que l'or qui vient du Soudan, par exemple, qui passe par Dubaï, qui est blanchi là-bas. On a de l'or aussi qui passe par le Mali. Il y a même des vidéos très très intéressantes qui ont été publiées sur Internet sur le sujet, où on voit par exemple de l'or qui est en fait collecté d'une manière très très frauduleuse, qui est acheminé à Dubaï, il devient légal là-bas. Donc Dubaï est devenu une plaque tournante de l'or africain, de l'or sale africain. Mais pourquoi ces mouvements, comme par exemple le MAC, deviennent aujourd'hui des leviers de pression géopolitique? Mais parce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui écoutez, ces manipulations? chaque pays a des anfractuosités sociétales. C'est-à-dire, nous avons des clivages au niveau de la société. Non, docteur Ben Saada, je parle des ouais. pays qui instrumentalisent. Je parle de ces pays. Pourquoi ils font en sorte à ce que ces mouvements dits séparatistes deviennent des leviers de pression géopolitique? Est-ce que c'est parce que l'Algérie était était inscrite dans cet agenda international? Mais bien sûr, c'est sûr que... Puisque par le passé, il y a eu la guerre des sables, puis il y a eu la décennie noire, puis après on a eu bien sûr la période du printemps arabe, puis après le Hirak, des volontés aussi d'instrumentaliser la division. D'une manière ou d'une autre. Pendant la guerre des sables de 1963, la France a aidé, nous savons très bien que la France a aidé le Maroc à nous attaquer. Elle s'était même engagée avec le roi Hassan II. Mais ils ont même formé des pilotes, etc. Il y a toute une littérature sur le sujet. Lors disons, du printemps arabe, nous avons été la cible. Je vous rappelle que tous les médias avaient leurs caméras braquées françaises, je veux dire, étaient braquées sur l'Algérie dans ce temps-là, et les gens qui étaient invités dans les plateaux français étaient des gens qui étaient pour le démantèlement de l'Algérie. Le révisionnisme en fait partie. Exactement. Le révisionnisme, par exemple, le Kituki, par exemple. Le Kituki a été extrêmement bien, je veux dire, instrumentalisé par la France. Il y a eu des écrivains, il y a des auteurs qui ont écrit sur le sujet pour faire croire finalement que les terroristes qui étaient en Algérie étaient des victimes, étaient des marcheurs. C'est des gens qui faisaient des randonnées pédestres dans les forêts algériennes. Alors vous avez cette déclaration de Benjamin Storac, l'historien bien sûr, qui dit aujourd'hui que ce sont les enfants de l'OAS qui arrivent au pouvoir et c'est eux qui veulent prendre la revanche de leurs parents, puisque vous avez parlé un peu de Kituki. C'était l'époque de François Mitterrand qui était officier de l'armée française à l'époque de la colonisation. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question? Ce qui est très intéressant de voir que, en fait, comme je l'ai dit tout au début, la France n'a jamais, n'a jamais admis l'indépendance de l'Algérie, et elle le fait en fait à travers les enfants de personnes qui étaient liées à l'OAS, qui étaient allées à l'Algérie française, et ça se maintient des décennies après l'indépendance, ça se maintient. Et on les voit, des harkis, et pas que les harkis. En fait, on a des ministres, on a vu des ministres, des députés qui étaient fils de gens qui ont participé à l'OAS et qui sont là en train de jeter leur venin contre l'Algérie. On n'a pas gobé, on n'a pas admis cette chose. On veut toujours revenir d'une manière ou d'une autre, que ce soit du point de vue économique, du point de vue, du point de vue intellectuel, etc. On veut avoir une emprise sur ce pays, c'est-à-dire peut-être ne pas envahir le pays, mais décider de ce que devient ce pays-là. Et puis les Algériens ont dit non, on dit toujours non. Nous avons pris notre indépendance, nous avons arraché notre indépendance, et notre indépendance ne nous a pas été donnée comme certains le prônent. Et à ce moment-là, nous avons aussi nos décisions politiques à prendre nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes.
Alors, nous avons bien sûr vu une mobilisation importante des Algériens face, bien sûr, à ces déclarations du MAC qui devraient normalement se faire demain. Vous l'avez cité tout à l'heure, Dr Ahmed Ben Saada, en France. Comment aujourd'hui contrer la désinformation et renforcer l'unité nationale pour éviter, bien sûr, ce type de fragmentation qui nous viennent de l'extérieur du pays, qu'on subisse le même destin que certains pays par le passé, comme l'Irak, comme le Yémen, comme on le voit actuellement au niveau du Soudan, comme on le voit également en Libye, on l'a vu aussi en Syrie et d'autres États. Et bien sûr, le génocide à Gaza. Comment éviter cela, Dr Ahmed Ben Saada? Moi, je reviens toujours à une pensée du philosophe chinois Sun Tzu, qui dit il faut se connaître soi-même. Si on veut gagner des guerres, il faut se connaître soi-même. Si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas réussir à gagner des guerres. Et pour cela, nous devons, j'ai parlé tout à l'heure d'anfractuosité sociétale, nous devons connaître nos anfractuosités, nous devons savoir les mécanismes et les chemins que prennent ces guerres informationnelles pour nous nuire. Et à ce moment-là, c'est de développer des narratifs qui nous sont propres. C'est-à-dire quand on parle quand par exemple Macron vient nous dire que l'Algérie a été créée par la France. Mais c'est ça le principe du révisionnisme. C'est pas juste du révisionnisme, ça c'est de la guerre cognitive, c'est-à-dire on vous donne l'information, on ne vous donne pas une information, on veut que vous pensiez comme ça, c'est-à-dire de dire, et puis moi ce qui m'étonne des fois, quand je surfe sur les médias, sur le cafetan qui a pris de l'ampleur. Mais c'est beaucoup plus grave dans le cas de la colonisation. Vous avez des internautes qui publient des vidéos de la France, de l'Algérie au temps de la France coloniale. Et vous dites, oh, on était bien, comment on était bien dans ce temps-là. Les nostalgiques de l'Algérie, mais c'est des Algériens qui le font. Et à ce moment, on dit, oui, c'était bien. Mais ce que cachent ces vidéos-là, c'est que tout qu'on montre qui est bien était bien pour les Français, n'était pas bien pour les Algériens. Les Algériens ont vécu dans la misère totale. Je veux dire, il n'y a même pas une petite comparaison qu'on peut faire entre la vie des colons et la vie des Algériens. Les Algériens, à l'indépendance, ils étaient quasiment tous analphabètes. Et ils vivaient dans la misère. Et ce que nous racontent nos parents et nos grands-parents de la vie, de ce qu'ils ont vécu, des drames qu'ils ont vécu pendant la colonisation, on ne peut pas les remplacer par quelques petites vidéos. Et c'est ça qu'il faut combattre, parce que quand ça rentre dans les esprits, on commence à réfléchir comme eux. Et il faut refuser de réfléchir comme ce qu'on nous demande de faire. Alors justement par rapport à ce que vous déclarez un instant, il y a eu bien sûr mobilisation des Algériens sur les réseaux sociaux réaffirmant leur attachement à l'Algérie, au drapeau algérien, bien sûr au triptyque, l'islam, l'arabité et l'amazirité. Il y a eu bien sûr cette lettre émouvante de Nordine Hammouda, le fils bien sûr le fils de Amérouche, qui est extrêmement important par rapport à cette question. Il faut impérativement essayer de souder les Algériens, de renforcer l'unité nationale, renforcer le front interne pour éviter bien sûr des dissensions au sein de la société, parce que nous avons bien sûr multitude de communautés. Oui, bien sûr. On est tous Algériens. On est tous Algériens. Il faut toujours, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à être membre de sa région. On est fier de notre région, on est fier de notre culture, de notre cuisine, de notre façon de s'habiller, etc., de nos musiques, etc., notre caftan. On est fier de cela. Mais il faut jamais perdre en vue que nous sommes tous des Algériens et nous partageons cet espace qui est riche, qui est multimillénaire, que nous vivons dans ce pays, dans cette patrie, et nous avons des points communs. Nous avons une culture algérienne qui nous unit. Quand l'Algérie gagne un match de foot, et tout le monde est content. Quand elle perd, tout le monde est triste. Comme hier, par exemple. Donc, et ça, c'est ce qui fait notre unité, et c'est ça qui fait notre richesse, parce que si quelqu'un parle une langue qui n'est pas la langue de quelqu'un d'autre, moi je trouve que c'est une richesse. Alors, vous avez fait beaucoup d'écrits sur les guerres, bien sûr, soft power, les guerres de 4e ou 5e génération. Vous parlez aussi de cette guerre cognitive. Il faut impérativement une éducation numérique et médiatique. Est-ce qu'elle est une urgence nationale, docteur Ahmed Ben Saada? Parce qu'on a tendance à tout croire sur ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Mais il y a eu même cette confusion sur le caftan.
Exactement. En fait, ça fait des années que moi je prône pour un cours au niveau au moins du moyen ou du secondaire, un cours d'éducation aux médias. C'est quelque chose qui existe dans les autres pays. Moi j'ai beaucoup vécu au Canada. Au Canada, les jeunes apprennent à utiliser les médias, à ne pas tomber justement dans ces travers d'utilisation des fake news, etc. Les jeunes et les médias Voilà, particulièrement, exactement. docteur Ahmed Oui, Ben Saada. oui. Il faut peut-être introduire cette culture ou cette éducation au sein des médias nationaux. Ah ben c'est certain, les médias nationaux doivent savoir aussi parce que et des fois c'est eux-mêmes qui propagent des mésinformations. C'est-à-dire il y a une information qui est fausse. Quand elle est partagée, elle est amplifiée. Voilà, elle est amplifiée et puis ça c'est ce qu'on a. En fait, on veut toujours tomber dans en fait l'immédiateté. On veut être rapide, on veut être les premiers à dire quelque chose, etc. Ça c'est un travers, ce qu'on appelle un biais cognitif. Notre cerveau est comme ça. C'est-à-dire on veut toujours faire des scoops. Et souvent, quand on est rapide dans la diffusion de l'information, on diffuse des mauvaises informations. Et autre chose, c'est que les médias doivent être vraiment habiles à trouver la différence entre une fausse nouvelle et une nouvelle qui est vraie. Ils doivent faire le travail, faire un travail très important pour ne pas tomber justement dans les travers, dans ce que nous poussent en fait les algorithmes de recommandation. Parce que vous savez, à travers ce que vous faites sur votre téléphone, à travers la navigation de votre téléphone, on trace votre portrait. Et on va vous proposer toujours des choses que vous aimez écouter. C'est ce qu'on appelle des friandises cognitives. Et ces friandises cognitives, elles vont accentuer vos biais. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose par exemple, il y a un cas typique dans ce qui est dans la navigation sur Internet, c'est ce qu'on appelle les gens qui croient à la Terre qui est plate. On appelle ça les platistes. Et il y a même des sites de gens qui croient que la Terre est plate. Internet va toujours leur proposer des vidéos qui confirment que la Terre est plate et jamais des vidéos qui ne confirment pas cela. Alors, il y a beaucoup de questions des auditeurs par rapport à cette question qui est éminemment importante et qui touche bien sûr l'unité nationale, la volonté bien sûr orchestrée par des États que vous avez cités tout à l'heure, Dr Ahmed Ben Saada, et également avec nous Michel Colomb qui l'a aussi bien spécifié, de diviser le pays. Alors la question après la Syrie, est-ce que l'Algérie est visée puisque toutes nos frontières aujourd'hui sont enflammées? C'est une question d'un auditeur qui est très pertinente. Oui, c'est certain que nous vivons actuellement une situation très très préoccupante. Mais parfois les Algériens n'y croient pas vraiment. Non, il faut justement, ça fait partie aussi de notre narrative, de dire que nos médias aussi servent justement à donner la bonne information à nos concitoyens et ne pas laisser la chance à d'autres médias qui nous veulent du mal de les informer. Nous devons nous devons les informer. Nos frontières actuellement sont très très disons très problématiques actuellement et il faut savoir que nous avons une armée qui nous protège, nous avons une armée qui est là, qui ne dort pas et qui est prête à toutes les velléités contre notre pays. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, les médias et certains médias, des médias par exemple importants dans notre pays, sont qualifiés pratiquement de médias de propagande, or que la propagande aujourd'hui est transposée dans d'autres pays. Pourquoi c'est pas le même qualificatif? Eux, ils nous considèrent comme étant des médias de propagande. Quel est votre commentaire? Puisqu'on a vu aujourd'hui la manipulation des médias mainstream. Exactement. Donc, en fait, dans les médias mainstream, vous avez des exemples comme par exemple CNews, le média du milliardaire Bolloré, qui est je m'excuse du mot, qui est une poubelle. Je veux dire, c'est pas de l'information. Mais pourquoi les milliardaires investissent aujourd'hui les médias? Parce que les milliardaires investissent dans des médias pour faire passer leur idéologie. C'est ce qui donne de la force et de la puissance. De la force aussi, et faire élire des gens qui sont de leur côté et d'avoir des contrats. C'est aussi, on revient toujours à l'argent. Bolloré n'investirait pas sur CNews s'il ne voulait pas mettre Bardella comme président.
C'est ça c'est-à-dire qu'on investit de l'argent sur des personnes pour avoir un retour sur investissement pour la suite. Donc toutes ces attaques sont orchestrées par les États eux-mêmes, Dr Ahmed Ben Saada. Alors, C'est-à-dire les déclarations ouais. de Driancourt, par exemple, contre l'Algérie, n'engagent pas seulement Driancourt, mais l'État français. Alors, il y a deux cas. Tout à l'heure, j'ai cité des chiffres concernant le Et mot. des personnes également. Voilà, non, concernant enfin, que la citation du mot Maroc ou du mot Algérie ou du mot Saint-Sal. Eh ben, là-dedans, il y a des médias étatiques. Il y a des médias étatiques, c'est-à-dire que, en fait, il y a tellement on observe une droitisation des médias français actuellement. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, montrant que c'est pas juste les médias, disons privés, qui vont vers l'extrême droite, mais aussi il y a par effet d'osmose, il y a une droitisation aussi des médias étatiques français. Et en fait, ce que moi j'ai observé et que j'ai publié dans un article sur le cas Boualem Sansal l'année dernière, il n'y a pas de différence, à mon avis, quand on voit quelqu'un comme Xavier Driancourt, qui a été deux fois ambassadeur de France en Algérie, qui a des connivences avec Madame Lenoir, qui était ancienne ministre et sioniste, et un monsieur qui s'appelle François Zimré, qui était ministre français et qui est pro-sioniste, qui a rencontré tous les premiers ministres israéliens. Donc cette connivence entre, par exemple, entre l'État français et le lobby pro-israélien, elle est effective. Et quand vous avez Rotailleux qui parle, c'est aussi l'État français. Alors, le mot de la fin, bien sûr, merci à nos invités qui étaient présents avec nous ici au niveau du studio. Avec nous, bien sûr, Dr Ahmed Ben Saada, Monsieur Michel Conan, que nous avons eu au téléphone à partir de Bruxelles pour leur analyse précieuse, la compréhension des mécanismes de division, la vigilance face aux ingérences et la promotion d'une information fiable sont indispensables pour préserver l'unité et la stabilité de notre pays, notre cher pays, l'Algérie. Merci à vous, chers auditeurs, et de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.